Cette Et conférence merci. va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous et bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à cette première session de webinaire qu'on organise avec l'ADEME, l'AT2E et France Hydrogène. Ces webinaires, ce cycle de webinaires est consacré bien sûr à la stratégie nationale hydrogène et au lancement des appels à projets dédiés au développement de l'hydrogène décarboné en France. Donc deux appels à projets, briques technologiques et démonstrateurs hydrogène, et écosystèmes territoriaux hydrogène qui sont à la fois opérés par l'ADEME et par le programme d'investissement d'avenir. Donc, il y a déjà d'autres sessions de ce type. J'ai un problème de son, je suis le seul ou Ouais, moi, Vous avez c'est pareil, je problème n'entends de pas. son. C'est pareil. David, Non, effectivement, oui, on l'entend plus. problème de son, David. Activez l'audio. est-ce que quelqu'un a un moyen de le joindre? Peut-être qu'on peut se mettre tous en vidéo pour lui montrer qu'il y a un problème. Ouais, bonne idée. Je pense que David sait Je qu'il y pense a un qu'il a problème. vu. Oui, oui. Je pense. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour à tous. Oui, 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 bonjour, c'est bon. Oui. On vous Oui, entend. Bonjour. on vous entend. Oui, bonjour. Oui, désolé. Oui, c'est bon. Euh, Par contre, Parfait. Alors attendez. Hop. Patricia, il faudra que tu me redonnes la main pour être présentateur. En attendant, je vous propose de poursuivre. Juste vous rappeler avant que ça coupe, les trois priorités que s'était fixées la stratégie nationale hydrogène. Le premier autour de l'industrie, notamment la décarbonation de l'industrie, en faisant émerger une filière française de l'électrolyse, en ciblant bien sûr à court terme l'industrie qui est déjà consommatrice d'hydrogène carboné. Le deuxième autour de la mobilité, notamment la mobilité lourde, à travers le soutien d'une part à l'offre et également aux projets territoriaux d'envergure. Ce sera d'ailleurs le cœur du second appel à projet écosystème.
Il y a à nouveau un problème, je crois, de son. Oui, le son s'est arrêté. En fait, je crois que c'est quand il devient administrateur, il a plus de son. Problème de son, David, à nouveau. Dans le but de favoriser les usages de demain. Vous m'entendez toujours? Oui, là, c'est bon. Ah, c'est Bon. revenu. Il y a eu une coupure quand même, David, hein. Il y a un problème de son avec, je ne sais pas si c'est avec ton ordinateur ou avec l'ampli, là, mais on a vraiment des coupures énormes, hein. Bon, je vais être rapide de toute façon. Juste pour vous rappeler quelques consignes et des premières règles pour ce webinaire. Tout d'abord, vous l'avez entendu, ce séminaire est enregistré. Donc, on vous remercie de couper les micros, et effectivement pas le mien de préférence, et les caméras pour tous ceux qui n'interviennent pas. Vous pouvez, vous l'avez vu sur le fil dédié sur la droite de votre écran, poser toutes vos questions. Et avec Christelle Verquin de la FIPAC, on se relaiera pour poser des questions aux différents intervenants à la fin des 2 interventions et présentations des appels à projets. On a prévu à peu près une vingtaine de minutes pour cette session, donc on aura le temps pour les questions. Pour toutes les questions qui n'auront pas eu de réponse pendant ce webinaire, on laissera la possibilité à l'ADEME d'y répondre à l'écrit un peu plus tard et on mettra en ligne les réponses écrites ainsi que l'ensemble des supports d'orientation des appels à projets et cette vidéo. En tout cas, d'ores et déjà, je souhaite remercier les intervenants de l'ADEME, Clément Ackermann, qui est avec nous, qui est chef de projet à la direction entreprise et transition industrielle, programme investissement d'avenir à l'ADEME, qui nous présentera le premier appel à projet dédié aux briques techno et démonstrateurs hydrogène. Et je remercie également Luc Bodino, coordinateur du programme hydrogène, également à l'ADEME, qui nous présentera l'appel à projet écosystèmes territoriaux hydrogène. Voilà, je vous remercie. Et maintenant, Christelle, je te laisse la parole. Bonjour, merci David. Alors, je vais essayer d'être vraiment extrêmement brève pour ne pas rallonger un peu l'introduction. Simplement, merci David, si tu veux passer la slide suivante. Simplement pour redire que cette stratégie, ces appels à projets qui vont être présentés aujourd'hui s'intègrent dans une dimension plus large d'un plan complet qui a une structure, une cohérence, qui présente différents outils et qui a été pensé vraiment de l'amont à l'aval. Donc, pour la filière, c'est extrêmement important. Et l'enjeu auquel nous faisons tous face aujourd'hui, c'est de permettre, d'aider à ce que les projets d'envergure puissent émerger et qu'une chaîne de valeur industrielle complète se structure et s'étoffe. Dans ce contexte-là, nous avons donc souhaité... Alors, je ne sais pas si... j'ai un micro qui intervient en plus. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais voilà, si tous les micros peuvent être coupés, parce que voilà, sinon ça résonne. Merci. Voilà, donc l'enjeu, ça va être d'aider à faire émerger les projets et à structurer la chaîne de valeur industrielle. Donc, dans ce sens-là, nous souhaitons, et c'est aussi le sens de ces webinaires qu'on commence à organiser, d'aider les porteurs de projets à bien comprendre les cahiers des charges et faire en sorte que on puisse massifier et coordonner. Massifier, ça veut dire articuler les projets entre eux et identifier des grands points de production, de distribution et d'usage. Et coordonner, aider à structurer l'offre industrielle, ça va être également d'appuyer, par exemple, à travers l'organisation ou la coordination de la commande publique ou des logiques d'achat groupé, le déploiement de l'offre et l'identification des profondeurs de marché possibles. Voilà. Dans le contexte global, ça s'intègre avec une logique territoriale que vous connaissez très bien, donc sur laquelle je ne vais pas revenir. Simplement pour vous dire que côté France Hydrogène, on crée des délégations régionales qui vont aussi peut-être aider les acteurs à se structurer pour faire émerger des hubs territoriaux. Voilà. Et enfin, l'objectif de création d'emplois sur le territoire, c'est l'idée d'aider à agréger les PME, le tissu économique sur les territoires, sur cette chaîne de valeur de l'hydrogène qui est en cours de structuration. Je ne vais pas être plus longue, je vais laisser la parole à nos 2 intervenants et je coupe mon micro. Merci. Bonjour à tous. Donc Luc Bodino de l'ADEME.
Voilà, je passe en mode présentation. Donc, je voulais remercier la T2E et France Hydrogène tout d'abord pour l'organisation de ce webinaire et puis des suivants qui vont permettre voilà de présenter les appels à projets et puis de commencer à interagir avec les différents porteurs de projets. Alors donc effectivement les appels à projets ont été lancés milieu de semaine dernière, donc 2 appels à projets qui s'inscrivent clairement dans la stratégie nationale hydrogène qui a été énoncée, publiée le 8 septembre dernier. Donc on sera voilà enfin moi-même et puis Clément Ackermann de l'ADEME pour présenter ces 2 appels à projets. Et puis on a aussi Pierre Sachet, Loïc Antoine, entre autres autour du micro de l'ADEME, voilà pour pouvoir répondre aux questions qui émaneraient. Juste avant de laisser la parole à Clément, le slide suivant pour vous présenter enfin comment s'inscrivent ces 2 appels à projets dans les mécanismes qui sont introduits par la stratégie nationale hydrogène. Donc cette stratégie, elle décline, enfin elle initie plusieurs mécanismes en fait pour accompagner le déploiement de l'hydrogène, le développement de l'hydrogène, la filière, des mécanismes portant notamment sur l'innovation et puis d'autres sur le déploiement. Et donc là, on a au travers de ces 2 appels à projets, on s'inscrit sur l'innovation. C'est pour le premier appel qui vous sera présenté par Clément, donc il s'appelle Briques technologiques et démonstrateurs hydrogène. Il est doté de 350 millions d'euros jusqu'à 2023. Et puis dans un second temps, l'appel à projet écosystèmes territoriaux hydrogène, doté de 275 millions et qui est qui s'inscrit clairement dans du déploiement. Voilà, donc je vais laisser la parole à Clément qui va nous présenter le premier appel à projet, briques technologiques et démonstrateurs. Oui, merci Luc. Alors, j'affiche mes slides et vous me dites si vous voyez tout. Hop. Et donc du coup, on va commencer par l'appel à projet briques technologiques et démonstrateurs hydrogène. Alors, on vous a mis les slides. Alors, dans la première slide, on vous a mis donc du coup les liens vers donc le lien vers l'appel à projet et le lien également vers la boîte mail pour si éventuellement vous avez des questions post présentation et même d'ailleurs tout au long de votre parcours pour que vous puissiez nous joindre en cas de dépôt ou en cas de toute question. Donc, le présent appel à projet donc, a pour a 2 objectifs en fait. D'une part, donc développer et améliorer des composants et systèmes liés à la production et au transport d'hydrogène et à ses usages tels que les applications transport ou fourniture d'énergie. Et dans son volet démonstrateur, à soutenir des projets de démonstrateurs, de pilotes et de premières commerciales sur le territoire national, permettant à la filière de développer de nouvelles solutions et de se structurer. Alors, sur cet appel à projet, comme Luc l'a dit, on est vraiment sur un appel à projet qui vise à soutenir l'innovation. Donc, toutes les solutions et les projets déposés dans cet appel à projet devront avoir naturellement une composante innovation qui est présente. Alors, innovation sous forme technologique, économique, organisationnelle ou systémique. Donc ça, on est assez ouvert sur la forme d'innovation. Par contre, elle devra être bien présente. Et donc cette innovation, on la jugera par rapport à un état de l'art existant, par rapport à des verrous qui existent dans le projet à lever post-projet et par rapport à une maturité évaluée en termes de TRL par rapport à ce qui existe sur l'état de l'art. Les solutions proposées dans le cadre de cette AAP doivent également satisfaire un certain nombre d'autres points puisque bon, on est l'ADEME, donc premièrement, ces solutions devront apporter une plus-value environnementale étayée et argumentée dans le projet, à savoir que déjà dans le cadre de l'hydrogène utilisé dans le projet, cet hydrogène devrait être dit renouvelable, mais on attend également d'autres bénéfices environnementaux en termes d'éco-conception ou d'économie de matière et énergie. Un autre
point qui est assez important côté investissement d'avenir, c'est tout ce qui est bénéfices économiques et bénéfices sociaux et filières. On s'attend également à évaluer en fait le nombre d'emplois créés ou maintenus que votre projet pourra permettre une fois son déploiement en cours. La structuration, les effets de structuration pour la filière et les impacts en termes de territorialité des travaux, ainsi que côté bénéfice économique, donc le chiffre d'affaires qui sera généré, l'aspect marché, est-ce que vous répondez bien à une demande du marché, à des clients, et la différenciation par rapport à ce que se fait la concurrence, ou alors concurrence aussi bien en termes d'entreprise qu'en termes d'autres solutions pour un même besoin visé. Un autre point aussi important qui est dans le carré en rose en haut à droite, donc l'aide aujourd'hui versée par l'ADEME ne peut se faire que si votre entreprise sera suffisamment solide. Et la solidité de l'entreprise est évaluée notamment en termes des capitaux propres que cette entreprise possède au regard de l'aide cumulée qui sera versée dans le projet. Et je pense qu'on y reviendra parce qu'on aura quelques questions. Vous risquez d'avoir quelques questions. On y reviendra plus dans la deuxième partie. En termes d'axes visés dans cette AAP, il y a 4 axes. Donc, un premier axe, technologique, composants et systèmes innovants. Donc, ce sont plutôt des projets qui cibleront l'innovation sur les composants et les systèmes sur un ou des maillons de la chaîne. Et donc, par là, on entend donc composants liés à la production d'hydrogène, au conditionnement, au transport, à la distribution, composants de piles à combustible, par exemple, composants liés directement à la combustion d'hydrogène ou à tous les sujets liés au mélange hydrogène-gaz, mais également composants liés à des auxiliaires pour les usages de l'hydrogène. Un deuxième axe possible, c'est l'axe pilote et première commerciale innovants, industriels et réseaux, fournitures temporaires ou localisées d'énergie, qui sont plutôt là des projets pilotes et premières commerciales validant dans un environnement d'exploitation des usages liés aux nouveaux usages industriels de l'hydrogène permettant la décarbonation des industries, au power to gaz ou à l'injection d'hydrogène ou de méthane de synthèse dans les infragazières, et également à la fourniture d'électricité décentralisée. Un troisième axe possible est la conception et la démonstration de nouveaux véhicules, donc là qui vise plutôt des projets d'innovation sur les équipements, réservoirs, piles à combustible, etc., pour l'intégration de ces composants dans des véhicules hydrogène innovants. Et là-dessus sont ciblés des véhicules donc aussi bien poids lourds terrestres, bus, autocars, camions, bennes à ordures, semi-remorques, des véhicules utilitaires et bateaux maritimes et fluviaux également, du matériel roulant ferroviaire et également des véhicules off-grid. Et enfin, le dernier axe qui s'appelle l'axe grand démonstrateur d'électrolyse, qui vise à aider en CAPEX pour des projets de démonstrateurs d'électrolyse de grande envergure, ces projets. Alors, à ceci près, avec la petite mention que donc cette aide ne se fait qu'en CAPEX et que toute la partie OPEX devrait être trouvée en complément auprès d'un autre guichet européen ou national. Donc, côté IA, on vous a présenté rapidement le process qu'on a, donc de haut en bas. Donc, on a un premier stade qui est le stade de pré-dépôt, durant lequel on va prendre contact avec les porteurs de projet et on va pouvoir un peu échanger sur le projet et si ça peut rentrer dans l'AP ou si ça peut être intéressant de notre côté ou pas. Donc cette phase-là peut durer assez longtemps en fonction de la maturité du projet, mais elle vise vraiment à faire en sorte que lors de la phase de dépôt et de présélection, on ait des projets qui soient le plus matures possible et sur lesquels on ait le moins de retours à faire en termes de questions ou de compléments d'informations à apporter. Puis on rentrera dans une phase de présélection durant laquelle on vous donnera le go pour aller en phase d'instruction. Et donc sur cette phase d'instruction, là pour le coup, on rentrera vraiment dans le fond de votre dossier avec une réunion d'expertise, avec un expert externe qui sera mandaté, éventuellement des ministères qui participeront à cette réunion et qui visera fin de l'instruction à présenter un rapport dit d'instruction aux différents ministères qui forment le comité de pilotage pour que ces personnes-là puissent se prendre une décision
de financement ou non. Et après, on passera en phase de contractualisation qui durera à peu près 3 mois et qui mènera on va dire à la rédaction d'un contrat entre l'ADEME et les différents partenaires pour financer votre projet. Donc les différentes instructions et contractualisation, ces 2 phases durent à peu près 3 mois. Au niveau, un peu pour votre compréhension, au niveau du fonctionnement de l'ADEME et du PIA, donc l'ADEME est opérateur pour le compte de l'État du programme d'investissement d'avenir. Donc c'est pas l'ADEME qui a la décision de financement ou pas. Nous, on rend uniquement un avis. On présente le projet, on soutient un projet, on expose les forces et les faiblesses d'un projet. On n'est pas décideur sur le financement d'un projet. Donc voilà. Et donc oui, un autre détail important, donc sur cet AAP, donc ce n'est pas un AAP à clôture, c'est un AAP qui a une instruction au fil de l'eau. Hop. Oui. Au niveau des typologies de projets, on attend des projets donc monopartenaires, monopartenaires ou collaboratifs avec un maximum de 5 partenaires par demande d'aide. Le budget minimum pour les axes 1, 2 et 3 est de 2 millions d'euros et le budget minimum pour l'axe 4 qui est l'axe électrolyseur, c'est 5 millions d'euros. Donc au niveau des dépenses éligibles, donc toutes les dépenses sont éligibles. Donc on a aussi bien du salaire que des frais connexes, que de la sous-traitance, des frais de mission, de l'amortissement également avec des règles d'amortissement particulières et si vous voulez on y reviendra en deuxième partie. On vous a remis les taux d'aide qui figurent dans le cahier des charges de l'appel à projet. Donc avec une petite particularité, c'est que dans cet appel à projet, une petite bonification de 5% en subvention est octroyée pour les aides qui arriveraient avec des aides européennes. Et donc avec un petit écart entre l'avance remboursable et la subvention que vous pouvez voir là au milieu du tableau, c'est les 2 premières colonnes. Puis vous avez effectivement donc les différents taux d'aide en fonction de la catégorie d'entreprise. Et je rappelle que pour les acteurs et organismes de recherche et assimilés ainsi que pour les collectivités locales, vous êtes aidés majoritairement en subvention. Avec des intensités d'aide qui sont celles qui sont présentées en dessous, sous réserve que vous n'êtes pas considéré comme un acteur économique, c'est-à-dire que vous ne créez pas de valeur ajoutée dans votre projet. Et au niveau des versements, donc il y a plusieurs types de versements. Donc un premier type de versement qui s'appelle l'avance à notification, vous allez recevoir 15% du maximum de l'aide de la contractualisation. On garde 20% de l'aide au solde au minimum et vous aurez différents soldes intermédiaires à chaque étape clé durant le suivi du projet. Pardon. Donc, au niveau des critères de sélection, donc on vous les a mis, je ne vais pas les repasser en détail. Peut-être le point qui est important sur cette slide, c'est qu'on a des critères de sélection qui sont assez divers, concernent aussi bien le montage du projet que le consortium, les plans de financement. J'insiste beaucoup sur les plans de financement et sur la crédibilité en fait, des projets que vous nous présentez en termes de valorisation. Encore une fois, on intervient en avance remboursable et en subvention. L'avance remboursable, enfin, comme son nom l'indique, a pour but d'être remboursée, donc on va être assez attentif à la pertinence des modèles d'affaires, à la valeur ajoutée que vous créez et dans quelle mesure vous serez en capacité post-projet de rembourser ces avances. On retrouve comme mentionné donc, les critères d'éco-conditionnalité, de réplicabilité, d'impact socio-économique dont j'avais pu parler en début de présentation. Et donc, dernière slide, donc on vous a remis les modalités de financement, de financement, pardon, pas de financement, de remboursement, il y a une petite coquille. Donc, un premier seuil de remboursement à 50%, de 50% des avances remboursables qui est défini en fonction ou de la commercialisation ou d'atteinte d'un premier seuil de production. Avec effectivement un taux de base, donc le taux étant le taux de base de la CE majoré de 100 points, avec un nombre d'échéances qui peut aller jusqu'à 4 échéances annuelles en fonction du montant. Et bon, mais ça sera à définir en fonction du projet. Et un deuxième seuil de remboursement qui est sur également l'atteinte d'objectifs avec un taux de base CE majoré pour le coup celui-ci de 400 points et également
une échéance annuelle qui peut aller jusqu'à 4 échéances. Et celui-ci se fera, alors je suis désolé, c'est un peu rogné de mon côté, donc je ne le vois pas, mais sur l'atteinte d'un second seuil de succès commercial. Et donc du coup, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je suis là pour la suite et je laisse la main à Luc Bodino. Merci Clément. Luc, c'est juste une proposition, c'est David. Ouais. Étant donné qu'il y a eu beaucoup de questions, est-ce qu'on peut faire une petite séquence de questions maintenant, avant ton intervention, ou est-ce que tu veux que tout soit à la fin? Ok, non, mais on peut faire une séance de questions-réponses sur cet appel, bien sûr. Une bonne idée, David, et je me disais la même chose. J'envoie une première qui Vas-y. demande. Ouais, et puis je te laisse reprendre la main. La première question, c'est est-ce que ces appels à projets sont ouverts aux technologies de méthanation ou strictement réservés à l'hydrogène? Oui, c'est ouvert, c'est ouvert aux technologies de méthanation. Voilà, sachant qu'il y a déjà des projets qui adressent il y a des démonstrateurs qui traitent ce sujet, mais ça reste ouvert. C'est un sujet technologique assez ouvert, donc oui, c'est ouvert à la méthanation. Ok. Alors, je prends la question suivante également. Comment définissez-vous le mot territoire? Périmètre, notion administrative, notion géographique? Alors, vas-y Luc. Dans tous nos appels à projets, le mot territoire, il est très qualitatif. En fait, il n'y a pas de définition restrictive ou voilà, c'est vraiment, ça peut être une zone très délimitée, une zone industrielle ou portuaire par exemple, ou un territoire plus vaste avec, assez étendu, zone rurale, etc. Enfin, il n'y a pas c'est pas prescriptif. Ouais, alors de notre côté, en fait, quand on parle souvent de territorialité des dépenses, nous, ce qu'on attend dans les projets côté IA, c'est donc bon, d'une part, c'est des projets qui doivent créer de la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée peut être créée ou en France ou à l'export. C'est-à-dire typiquement, vous n'êtes pas forcément obligé de vendre quelque chose. Votre marché principal n'est pas obligé d'être un marché qui est national, mais peut être un marché qui est marché des américains ou autre. Par contre, ce qu'on attend, c'est que, on va dire, les développements, la valeur en termes d'emploi et le chiffre d'affaires soient créés sur le territoire national. C'est-à-dire qu'en gros, on va être un petit peu réticent quand même à vouloir aider, je sais pas moi, un acteur qui, dans sa projet, a sa R&D à l'étranger. Là, clairement, on n'est pas vraiment là pour ça, quoi. Pareil, si on se rend compte que en termes de territorialité des retombées, on est plutôt à l'étranger, là, voilà, on va être un peu réticent à aider ce genre de projet. Ok. Alors, une autre question, quel est le critère pour être un démonstrateur de grande envergure? Je pense que c'est sur l'axe 4, sur l'électrolyse. Il faut que la production d'hydrogène par électrolyse soit supérieure à 20 mégawatts. C'est le principal critère. L'autre critère, c'est que ce soit une première en fait, puisque là on est sur un appel à projet qui a trait à l'innovation. Donc un premier électrolyseur de 20 mégawatts ou de plus, voilà, dans un secteur industriel du raffinage, de la chimie, de la pétrochimie ou ça reste une première, au moins en France. Donc ça, les principaux critères. Ok. Ok, on a une question aussi sur la labellisation, et notamment, est-ce qu'une labellisation par un pôle de compétitivité en amont peut avoir un plus, un intérêt? Alors, nous, on va regarder, enfin, côté IA, en tout cas, oui, on va regarder ça. Je veux dire, c'était clairement un plus dans un projet. Après, encore une fois, c'est pas parce que vous êtes labellisé que vous allez forcément avoir un financement de notre côté. Le pôle de compétitivité fait son analyse. Nous, on a notre analyse. Si vous êtes labellisé, c'est un plus, mais ça ne préjuge en rien un financement pour votre projet. D'accord.
Et pour les démonstrateurs grande puissance, quelle est la puissance requise? Supérieur à 20 mégas. Mhm. Ouais, c'est ce qui me semblait. Euh, je vois une autre question. Est-ce que des véhicules utilitaires légers avec un poids total à charge inférieur à 1 tonne sont éligibles? Par exemple, des 3 ou 4 roues légers. Là, en fait, j'ai l'impression que cette question concerne, enfin, soit le déploiement, soit l'innovation. Là, sur l'innovation, l'axe 3, il est très ouvert et en fait, il a pour objectif de déployer, d'ouvrir en fait le portefeuille de véhicules électriques hydrogène pour les applications professionnelles, mobilité lourde, etc. C'est vraiment pour ouvrir le portefeuille. Donc en fait, des développements qui consisteraient, enfin des développements de nouveaux véhicules de ce type, c'est vraiment, enfin voilà, c'est attendu. Après, il faut démontrer le positionnement, etc. Mais c'est attendu. Après, dans la question du déploiement, on le verra après. Voilà les questions sur l'appel à projet suivant. En fait, le maître mot de cette AAP, c'est vraiment innovation. C'est-à-dire qu'en gros, l'AAP est très très large tant que vous montrez qu'il y a une innovation et que vous participez à l'amélioration des technologies existantes en termes de coûts, d'éco-conception, d'efficacité, etc. Et tant qu'il y a vraiment une innovation, des verrous techniques et un risque lié à la techno sur vos projets. Sur les budgets des projets, on a vu un minimum spécifié. Est-ce qu'il y a aussi un maximum? Et une autre question un peu en lien, est-ce qu'il y a un maximum du coup pour la subvention par projet? Alors, il y a un minimum, il n'y a pas de maximum hors consommation totale de l'enveloppe, parce que ça peut arriver. Et la deuxième question, c'était est-ce qu'il y a un minimum Pour la subvention. Donc c'était pour la lié. subvention? Non, il n'y a pas de minimum pour la subvention. Alors, je sais juste qu'il y a un minimum pour les grandes entreprises, où en général, pour les grandes entreprises, on évite de donner des aides. Alors si, on évite en général de donner des aides qui sont trop petites parce que ça nous coûte plus en coût de gestion et même pour vous d'ailleurs, que l'aide qui est octroyée. Et puis même, c'est pas forcément intéressant. Donc, ne présentez pas des projets ou des acteurs avec des aides qui soient je sais pas moi, inférieur à 200 000 euros, quoi. Essayez de massifier un peu ça. S'il y a vraiment un petit acteur qui est dans le projet et qui a une aide qui est de cette taille-là, on vous conseille de le passer en sous-traitance. De toute façon, on a maximum 5 partenaires, donc vous pouvez pas non plus venir avec 10 sur un même projet, donc n'hésitez pas à utiliser la sous-traitance entre vous. Pareil, en général, on évite de donner des aides inférieures à 200 000 euros, pareil pour les grandes entreprises, ce genre de choses, quoi. L'idée étant quand même d'avoir des gros projets. Ok. Des choses structurantes. C'est une dernière Toujours. question, Christelle, avant de passer au deuxième appel à projet. Ouais, c'était sur le complément en termes de guichets européens ou nationaux pour les OPEX. Pour l'instant, les mécanismes, enfin le mécanisme, le guichet européen qui permet d'attribuer des aides OPEX sur les projets qui pourraient candidater, c'est principalement l'Innovation Fund, donc appuyé au système ETS. Voilà, on pense principalement celui-là. Ok. Il y a peut-être juste une dernière question quand même avant de passer à la suite, c'est est-ce qu'un même projet peut se positionner sur les deux appels, Break Techno et écosystème, ou est-ce exclusif? Je vais aussi la poser. C'est possible. C'est possible. Il n'y a pas de restriction. Enfin, c'est possible de faire les deux. Alors, ceci étant, enfin voilà, il y a double instruction, hein, mais les objets sont un peu différents. Mais c'est possible d'avoir des projets qui portent à la fois sur l'un sur l'autre. Okay. Ça marche. Du coup, j'imagine que sur un même projet, sur différents axes, on fait un seul dossier. C'est une autre question qui est un peu plus bas, mais. En fait,
Pardon. Vas-y. On va le voir après avec l'autre D'accord. appel à projet, mais les objets, donc les structures porteuses, les objectifs sont différents. Donc en fait, il y a forcément un projet qui va être dépendant de l'autre en fait. Et j'ai plutôt tendance à penser que le projet d'innovation va se greffer sur un projet d'écosystème. Je pense. Hein. Ok. Après, pour toutes ces questions un peu particulières et qui, j'imagine, sont propres à un ou deux projets, on vous invite vraiment à nous envoyer un message sur les différentes boîtes mail respectives et on rebouclera entre nous pour savoir, pour vous guider au mieux sur comment vous découpez ou structurez votre projet. Est-ce que c'est un dossier que vous déposez ou est-ce que c'est deux dans les deux AAP? Enfin voilà, parce que là, c'est vrai qu'on raisonne sur des choses qu'on connaît pas, on a peu d'informations et bon, c'est pas le but de la présentation, mais je pense que ce sera plus simple si on a plus d'éléments pour répondre à ce genre de questions. Très bien. On passe au deuxième appel à projet, Luc? Ok, très bien. Je vais mettre en partage ma présentation. Voilà. Donc cet appel à projet, ce deuxième appel à projet donc est nommé écosystèmes territoriaux hydrogène. Il a deux grands objectifs. Le premier, qui est assez explicite dans le titre, c'est de déployer dans les territoires des écosystèmes hydrogène structurants. Des écosystèmes, ça associe la production, la distribution d'hydrogène et des usages de l'hydrogène. Les objectifs étant à la fois de décarboner l'industrie, enfin c'est en lien avec la stratégie, hein, décarboner l'industrie, améliorer la qualité de l'air, valoriser les ressources renouvelables, et puis chose un petit peu nouvelle au travers de cet appel à projet par rapport aux appels à projet précédents, on cherche vraiment à mutualiser les usages, c'est-à-dire partir du territoire et se dire que finalement une même infrastructure, elle sera toujours plus solide, plus rentable, plus efficace si elle adresse sur ce territoire les différents usages qui peuvent être couverts. Le deuxième grand objectif, c'est de manière indirecte, c'est de changer d'échelle, de permettre un changement d'échelle au niveau de l'industrie, de la filière d'équipement, et de permettre une industrialisation, créer des volumes d'achat et d'investissement dans les équipements, les stations-service, l'électrolyse, les véhicules, de manière à créer à créer de la demande, créer des volumes et permettre aux industriels de faire leur boulot d'industrialisation et ainsi permettre une baisse des coûts. Alors en termes de projets éligibles, donc on est bien là sur des projets d'investissement, c'est-à-dire d'investissement dans des installations qui ont une vocation commerciale, donc il s'agit d'investir pour exploiter. Donc il ne s'agit pas d'innovation ou de démonstration, c'était l'objet de l'appel à projet précédent. On parle d'écosystème vraiment au sens large, donc comme je vous le disais, de la production jusqu'aux usages, et on peut considérer que il y aura deux types de cas. Soit on crée un nouvel écosystème, on part de rien, il faut produire, consolider ou construire toute la chaîne, ou bien les projets peuvent aussi consister à consolider un écosystème existant qui serait déjà, par exemple, s'il y avait une production d'hydrogène, mais on vient compléter les usages, ou inversement, s'il y a des usages, mais on vient remplacer une infrastructure carbonée par du décarboné. Là, il y a un seuil minimum à respecter de 30 tonnes d'hydrogène par an pour pouvoir candidater. En termes de production, de distribution, ce qui est éligible, les choses à retenir, c'est que dans cette première version de l'appel à projet, seule la technologie d'électrolyse est éligible, et l'électrolyseur doit être d'une taille minimum, ou disons que l'écosystème de production doit être supérieur à 1 mégawatt, donc compris entre 1 et 20 mégawatts d'électrolyse, excepté pour les EDNI ou l'outre-mer, ou pour lesquels on accepte des productions inférieures à 1 mégawatt.
il y a un prix cible qui est recommandé dans l'appel à projet de 9 € du kilo d'hydrogène distribué. C'est un prix cible, c'est-à-dire que c'est pas une valeur coup près. Des projets pourront présenter des valeurs supérieures, mais disons que les pouvoirs publics ont souhaité donner un prix qui permette aussi de distribuer de l'hydrogène qui soit aussi compétitif du point de vue des usages, notamment dans la mobilité. Un critère important, c'est que 50% des usages de l'écosystème devront être identifiés et garantis et devront être atteints 2 ans maximum après la mise en service de la production, de la distribution. Donc ça, c'était pas présent sur les appels à projets précédents. Il faut justifier de minimum 50% d'usage dans le dimensionnement des infrastructures de production. L'électricité qui sera utilisée par l'électrolyseur, donc il y a 2 cas possibles, ou bien l'électrolyseur fonctionne avec de l'électricité du mix du réseau, donc on sera sur de l'hydrogène bas carbone ou décarboné, et dans le cas où l'électricité serait renouvelable, l'aide sera bonifiée donc de 10%. Et puis le cahier des charges de l'appel précise ce qu'on entend par électricité renouvelable. C'est soit une connexion physique à une production et ou un contrat d'achat long terme avec un producteur d'ENR. En termes, sur la partie usage de ces écosystèmes, donc pas d'ambiguïté sur les usages industriels, ils ne sont pas directement aidés. On n'aidera pas un industriel à investir sur son process ou à adapter son process pour utiliser de l'hydrogène. Non, on intervient sur la partie infrastructure, production, distribution d'hydrogène jusqu'à son usage, mais pas l'usage. En revanche, sur la mobilité, là, il s'agit, dans la continuité de l'appel à projet écosystème de mobilité de 2018-2019. Là, on intervient sur l'acquisition de véhicules. Et donc, il s'agit bien de véhicules visant la mobilité professionnelle, le transport de personnes ou de marchandises, et pour lequel le recours à l'hydrogène se justifie. Alors, le cahier des charges précise les véhicules qui sont éligibles. Les véhicules utilitaires, les bus 12 mètres et les bennes à ordures ménagères, sans restriction. Concernant les véhicules plus lourds, les bus 18 mètres, les autocars et les camions, le rétrofit donc l'adaptation de véhicules est acceptée, quelles que soient les dates de dépôt. En revanche, pour les véhicules neufs, on attendra la dernière clôture, donc la clôture de septembre 2021, pour recevoir des projets qui portent le déploiement de ce type de véhicules, dont l'offre commerciale est en cours de construction. Et c'est pour ça qu'il y a une adaptation aussi du cahier des charges et des véhicules éligibles pour tenir compte de la maturité commerciale en fait de la filière. En ce qui concerne les autres types de véhicules, à noter que les bateaux côtiers, les navires fluviaux de petits gabarits peuvent être aidés dans cet appel à projet de déploiement, pour lequel il y a déjà du retour d'expérience et sur lesquels, pour des petits systèmes, les choses sont plus standardisées. Notez malgré tout que l'aide sera capée à 1 million d'euros pour ce type de véhicule. C'est pas écrit, mais les véhicules particuliers ne sont plus éligibles à l'appel à projet. Donc les véhicules Toyota et véhicules Hyundai, enfin ce type de véhicules ne sont plus éligibles. L'idée étant de focaliser le soutien sur des véhicules plutôt de transport de marchandises ou de personnes, mais sur du transport collectif. Des éléments structurants pour les dossiers, ça sera vraiment la description des besoins sur le domaine de la mobilité,
partir des profils de déplacement, ce qui permet de justifier aussi le recours du choix de l'hydrogène pour ces déplacements. Et puis l'engagement des acquéreurs de véhicules, c'est un point clé des dossiers. Une nouveauté, c'est l'ouverture au déploiement des premiers usages stationnaires qui peuvent qui peuvent concerner le déploiement de piles, de groupes électrogènes composés à partir de piles stationnaires pour des services un peu précis. Et on a cité dans le cahier des charges l'alimentation de bateaux à quai, qui permet d'éviter de faire fonctionner les groupes diesel, des groupes électrogènes à piles pour l'alimentation d'électricité dans le domaine de l'événementiel ou des chantiers BTP. Et puis, il s'était attendu depuis longtemps, les ZNI ou l'outre-mer, cet appel à projet de déploiement couvre bien ces outre-mer avec des spécificités en termes de projets attendus et puis aussi de modalités d'aide. Pour les EDNI, donc il est attendu aussi des écosystèmes qui puissent intégrer des systèmes stationnaires piles-batteries, inférieur à 1 mégawatt électrique dans un premier temps, pour fournir du service au réseau électrique local ou alimenter des sites non connectés. J'accélère sur les critères de sélection. 5 critères de sélection qui seront regardés. Le premier, le critère environnemental, et notamment la cohérence du projet avec une stratégie un peu plus globale du territoire sur la transition écologique. Il ne s'agit pas de développer de l'hydrogène si à côté il n'y a pas d'effort sur la maîtrise des besoins, énergétiques, ou s'il n'y a pas c'est pas cohérent avec d'autres actions. Le critère d'usage, comme je vous le disais, dans les dossiers est attendu vraiment une description du besoin. C'est vraiment la clé de réussite pour les bons dimensionnements des écosystèmes, et puis l'engagement ferme de consommateurs et notamment d'acquéreurs de véhicules. Un critère relatif au consortium, on regardera évidemment la solidité du partenariat et l'implication de collectivités qui est considérée comme un plus, donnant de la stabilité et puis de la cohérence justement sur le territoire au développement de ces écosystèmes. Un critère qui est apparu et qui est important, si vous avez en tête l'annonce de la stratégie française hydrogène développé par Bruno Le Maire et Barbara Pompili le 8 septembre, c'est le critère d'impact filière. On sera attentif aux retombées du projet pour le territoire national. Ça veut dire qu'on demandera aux porteurs de projet d'expliciter un petit peu le choix des sous-traitants, le choix des fournisseurs, des équipementiers, des retombées en termes de valeur ajoutée pour le territoire local, régional, national. C'est un point important pour la structuration de la filière française, mais aussi pour garantir une forme de qualité de service et de gestion des risques. Le fait que les partenaires équipementiers soient présents au déploiement des écosystèmes, c'est important pour assurer éviter les contre-références et permettre le haut niveau de service. Et enfin, un critère d'efficacité d'aide publique, on regardera évidemment le prix de l'hydrogène qui sera distribué et puis l'intensité de l'aide ADEME qui sera demandée en euros par kilo d'hydrogène distribué. En termes de modalité d'aide, on est sur de l'aide en subvention, donc qui seront attribués sur la base des dépenses. À noter que le principe, on s'appuie sur l'encadrement communautaire et le RGEC, et principalement l'article 36. On intervient sur un surcoût de dépenses. Donc ça veut dire qu'à chaque dépense, on défalquera un investissement similaire de référence. Donc en général, on fait référence à la solution équivalente diesel. C'est expliqué dans le paragraphe 6 du cahier des charges. On vous facilite les choses. Il y a
l'investissement similaire de référence en général est prédéfini. Les taux d'aide seront modulés selon la taille de la structure, entre grande, moyenne, petite. Je les commande pas, sauf sur le bonus de 10% sur la partie production-distribution si l'électricité est de l'électricité renouvelable. Pour faciliter la massification et le déploiement, on a proposé des forfaits d'aide pour certains véhicules. C'est notamment le cas pour des utilitaires, les bus 12 mètres ou les bennes à ordures ménagères. Et puis pour les EDENI, sachez qu'il y a une partie de la production d'électricité, donc notamment photovoltaïque, qui pourra être soutenue également. Les aides sont cumulables avec d'autres aides, qu'elles soient locales, régionales, européennes. Et évidemment, on doit respecter l'encadrement communautaire des aides. Je vous le disais, les aides de l'ADEME sont assises sur le RGEC, l'article 36. Enfin, sur le dépôt, donc 3 dates. Le 17 décembre prochain, le 16 mars et le 14 septembre 2021 sur la plateforme Agir pour la transition de l'ADEME, avec des pièces à fournir. Donc voilà, on a 3 volets qui vous sont présentés, proposés, volet technique, financier, administratif à compléter, donc qui décrivent un peu ce qu'on attend. Puis des formats libres sur les lettres d'engagement des industriels consommateurs d'hydrogène ou les acquéreurs de véhicules, donc qui sont des pièces obligatoires, mais voilà, sur format libre à transmettre. Et puis le compte d'exploitation prévisionnel ou le business plan pour les usages stationnaires, puisqu'il y a un modèle qui est proposé, c'est le volet financier, un modèle qui est proposé pour la partie infrastructure, production, distribution. Mais dans le cas des usages stationnaires, alimentation de bateaux à quai, groupe électrogène ou outre-mer, là, le format est plus libre. Une chose importante, c'est qu'il faut prendre contact avec la direction régionale de l'ADEME en amont de du dépôt du projet. Donc pour vous faire connaître et puis voilà, lever peut-être les interrogations sur votre projet, enfin me permettre d'affiner votre dépôt. Et puis sinon, sur des choses un peu plus génériques, vous pouvez aussi adresser un mail à eco6h2@adem.fr. Si on veut résumer, en fait, avant de laisser la place aux questions, les 2 appels à projets qui vous ont été présentés, voilà, la slide suivante vous présente un peu les grandes caractéristiques, les budgets qui sont alloués. On est bien sûr donc des objectifs un peu différents, de l'innovation pour le premier appel à projet, donc c'est-à-dire que ça s'adresse en priorité à des entreprises de l'offre, des équipementiers, des fournisseurs de solutions et qui peuvent avoir des partenaires de type client, collectivité, laboratoire, bien sûr. Mais le coordinateur sur cet appel à projet, ce sera principalement une entreprise de l'offre. Tandis que sur l'appel à projet écosystème, là, on est vraiment sur la maîtrise d'ouvrage, privé ou public, voilà, d'exploitation commerciale d'installation. Une différence sur les dates de clôture, hein, l'appel à projet briques technologiques, on est sur une instruction fil de l'eau jusqu'à fin 2022, donc si votre projet est prêt à déposer, déposez-le. Tandis que pour l'appel à projet écosystème, il y a des dates. Je finis aussi par vous dire que ces appels à projet, ils permettent, et c'est leur but, de donner de la visibilité, c'est-à-dire que ils sont ouverts aujourd'hui, et normalement, ça court jusqu'à fin 2023. Donc, ça donne le temps de construire les choses. Les cahiers des charges pourront évoluer dans le temps. On sait notamment sur écosystèmes territoriaux, la liste des choses éligibles pourra être ouverte, mais disons que ça donne de la visibilité, ça donne des moyens, et c'est ça qui est un peu aussi ce que permet maintenant la stratégie, c'est de donner de la visibilité et des moyens et aux porteurs de projets de construire voilà les projets pour poursuivre cette accélération sur l'hydrogène. Merci. Merci beaucoup, Luc. Encore plein de questions pour cette 2e présentation, très variée, donc assez difficile pour nous de recouper, parce qu'elle se recoupe peu. Une question sur le prix cible de l'hydrogène, fixé à 9 € du kilo. Est-ce que c'est un prix en sortie électrolyseur, donc en production ou en distribution? Est-ce que c'est un prix TTC ou hors taxe?
C'est un prix sortie distribution et TTC. Ok. Une question sur les géos. Pourquoi ne peut-on pas utiliser de garantie d'origine pour prouver l'origine renouvelable de l'électricité? C'est un vaste sujet. Les garanties d'origine électrique, il n'est pas retenu de ce mécanisme pour le démontrer. C'est que les garanties d'origine c'est un mécanisme qui en partie ne permet pas forcément d'effet additionnel. Donc c'est pour ça que sur le développement de l'hydrogène, on souhaite que les développements de l'hydrogène renouvelable permettent de l'effet additionnel en amont sur la production d'électricité renouvelable, ce que permet pas aujourd'hui les garanties d'origine d'électricité renouvelable qui sont commercialisées à 0,5 € du mégawattheure électrique. Ok. Autre question pour sécuriser les usages. On a besoin de quels documents? Lettre d'engagement? Est-ce qu'il y a besoin d'autres documents? Est-ce que d'autres documents peuvent permettre de sécuriser les clients? Non, une lettre d'engagement, mais pas une simple intention. Il faut de l'engagement, c'est-à-dire être le plus précis possible sur l'échéance à laquelle l'achat du véhicule se fera, l'ordre de grandeur du prix d'achat du véhicule, et puis considérant aussi le prix de commercialisation de l'hydrogène. En fait, il faut, si possible, dans ces courriers, ces lettres d'engagement, donner les conditions technico-économiques et le planning de l'engagement. Une question sur l'hydrogène, coproduit fatal. Est-ce que c'est des projets qui font intervenir ce type d'hydrogène sont éligibles? Alors, l'hydrogène coproduit, Oui. on n'aime plus parler de fatal à l'ADEME Ouais, sur oui. l'hydrogène. L'hydrogène coproduit issu d'électrolyse, notamment de saumure, est bien éligible à l'appel à projet écosystème. Donc des coûts d'investissement pour la récupération, la filtration, la purification, son conditionnement peuvent être compris dans la partie production, distribution d'hydrogène. Et merci. Dans le cas d'écosystèmes intégrant plusieurs moyens de production d'hydrogène, par exemple un électrolyseur, une bioraffinerie, est-ce éligible, ce type d'écosystème qui font intervenir plusieurs moyens de production? Si oui, une aide pourrait être accordée sur les investissements des autres moyens de production. Est-ce qu'une aide pourrait être accordée sur les investissements des autres moyens d'électrolyse? On entend par la notion d'écosystème, notamment sur la partie production-distribution, on est peu prescriptif en termes de la taille, les modalités logistiques de distribution, est-ce qu'il faut un électrolyseur en station ou pas, voilà. Enfin, on est peu prescriptif, donc les choses sont relativement ouvertes. Et s'il y a une production qui est découpée, ou a lieu en plusieurs lieux, c'est possible, hein. Ok. Est-ce que les adaptations d'ateliers de maintenance sont éligibles à ce type de projet? Non, a priori, non. Et les TER à hydrogène, est-ce qu'ils rentrent dans cet appel écosystème? Alors, les TER, ils seront, oui, ils rentrent dans cet appel à projet, mais précision, et pas l'acquisition des TER, puisqu'ils sont déjà aidés par ailleurs par un autre appel à projet. En revanche, la partie infrastructure de production-distribution d'hydrogène pour les TER, oui, ça rentre dans cet appel à projet.
Une question aussi par rapport à l'EPCEI. Comment est-ce que ces appels à projets vont s'articuler par rapport aux projets retenus dans le cadre de l'EPCEI prévu pour 2021? Bah, aujourd'hui, c'est difficile. Pardon, il y a de l'écho. Aujourd'hui, c'est difficile de vous répondre parce que les projets IPCEI sont en cours, je crois, d'expertise et de sélection. En tout cas, il y a une vigilance à ce que ce soit compatible et cohérent, tout ça. Enfin, c'est ce que les appels à projets qui sont énoncés là sont vraiment dimensionnés aussi en lien avec la task force interministérielle sur l'hydrogène et donc qui associe les différents ministères et qui traite les autres mécanismes. Et donc, là, il y aura une cohérence, avec ces projets. Une dernière question pour ma part. On parle de multi-usage, multi-client. Est-ce que si on a plusieurs clients industriels et donc pas de clients mobilité, est-ce que ça fonctionne? Oui, bien sûr. Il peut y avoir un client industriel, ça fonctionne. Il peut y avoir un client mobilité uniquement et ça fonctionne. Enfin, voilà, la mutualisation est encouragée si possible, mais c'est au service de l'écosystème. Ok. Une question aussi sur des véhicules qui sont des véhicules dits particuliers, tels que tu les as décrits, Luc, mais qui servent à un usage de transport collectif, par exemple. Comment on les considère, ces véhicules-là? Non, les véhicules particuliers ne sont pas éligibles, quand bien même ce serait une utilisation en milieu professionnel ou pour le transport collectif de personnes. D'accord. Ok. On arrive au bout. Christelle, une dernière question que tu avais identifiée? Bah, il y a plusieurs questions qui reviennent sur le nombre de partenaires maximum pour les appels à projets écosystème. Il n'y a pas de limite. Après, la limite, là aussi, on n'est pas prescriptif. La limite, ça va être notamment la multiplication des utilisateurs, c'est-à-dire voilà, il faut pas mal de véhicules, donc ça veut dire plutôt pas mal d'utilisateurs. Donc c'est ça qui va être peut-être qu'il faudra gérer, coordonner dans le cadre du projet. Et peut-être juste une toute dernière question sur le financement des projets. Donc, est-ce qu'il y a un montant minimum ou maximum par projet? Et également, comment se répartissent les 275 millions d'euros sur les différentes dates? Alors, il n'y a pas de montant minimum ou maximum. Et après, sur les 275 millions d'euros, 125 millions d'euros pardon, sont fléchés pour 2021. Ok. Ok, je vous propose, il est 10h04, d'en rester là. Il y a énormément de questions, c'est même frustrant de ne pas pouvoir toutes les poser. Je suis vraiment désolé. En tout cas, elles ont toutes été enregistrées. On vous mettra à disposition à la fois les supports de présentation de Clément et de Luc, l'ensemble des questions qui ont été posées sur le fil d'actualité. Et bien sûr, cette vidéo sera disponible en accès libre sur nos plateformes, notamment la chaîne YouTube de la T2E. Je voulais vraiment un grand merci à Luc et Clément de l'ADEME et bien sûr à Christelle Verquin de France Hydrogène pour cette participation. Merci à tous pour toutes vos questions. On vous donne rendez-vous le 23 octobre, 9h à 10h, et également le 27 octobre de 9h à 10h sur le même format pour des mêmes présentations, mais pour d'autres questions et donc d'autres réponses. Merci beaucoup à toutes et à tous et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.